Alors si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous avez probablement l'envie d'écrire un roman. Vous avez envie de vous lancer dans l'écriture d'un livre, ou peut-être également que vous cherchez quelques pistes pour avancer dans votre projet et régler vos problématiques. J'ai écrit beaucoup de choses au cours de ma vie, des scénarios pour la télé, des pièces de théâtre, des one-man shows et également 2 romans. Tous les 2 édités chez Larousse, dont celui-ci qui s'appelle Rupture, Tarot et Confiture, qui est un livre feel-good drôle et qui est toujours disponible si vous le souhaitez, et je vous laisserai évidemment toutes les infos en barre de description. Le prochain sortira en avril 2021, toujours chez Larousse, et s'appellera Biberon, Vodka et Déambulateur. Oui, ceci est un petit scoop pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui ne me suivent pas sur Instagram. Voilà, le titre vous est révélé. Dans cette vidéo, je vais m'efforcer de vous donner quelques clés, en m'appuyant évidemment sur ma propre expérience et en répondant aux questions que vous m'avez posées toujours sur Instagram. J'espère que je vais pouvoir vous apporter de quoi faire des petits chefs-d'œuvre. Sachez qu'avant de commencer mon écriture, j'ai été comme vous, j'ai cherché des techniques, des méthodes, des conseils pour peut-être me diriger, m'aiguiller sur le démarrage de mon projet, et forcé de reconnaître que je n'ai pas trouvé grand-chose. Souvent même, j'ai pu lire « Il n'y a pas vraiment de méthode, lancez-vous ». Bah ça m'avançait pas beaucoup cette histoire. Mais forcé de reconnaître qu'en m'y mettant, j'ai bien dû reconnaître que c'est un vrai bon conseil. Il n'y a qu'en faisant qu'on découvre, qu'on apprend et qu'on comprend. Donc mon premier conseil, écrivez. Écrivez tout et n'importe quoi. Si vous êtes vraiment débutant, je vous conseille même d'expérimenter l'écriture d'une nouvelle. Pourquoi je vous parle d'une nouvelle? Parce qu'une nouvelle, c'est tout simplement la même chose qu'un roman en plus court. Tout comme dans un roman, votre histoire dans une nouvelle va comporter un début, un milieu, une fin. Vous ferez appel aux mêmes effets stylistiques romanesques, aux séquences narratives et aux dialogues. Finalement, écrire une nouvelle avant de passer au roman, c'est exactement la même chose que pour un réalisateur. Avant de commencer à envisager un long métrage, il fait pas mal de courts métrages. Ça lui permet de se faire la main, d'expérimenter et donc d'apprendre. Parce qu'écrire un roman, ça peut être hyper enthousiasmant au début, puis ça peut être réellement décourageant parce que c'est long. Savoir que moi, avant de me lancer dans l'aventure du roman, quand j'imaginais le romancier écrire, se mettre à sa table de bureau, voilà comment c'était dans ma tête. 8h du matin. Encore une belle journée d'inspiration et de création qui commence. Un bol d'air frais, un bon petit café. Héloïse regarda par la fenêtre et vit le ciel bleu. Oh, c'est bien ça. À celle des feuilles d'automne dans son cœur. 15 pages. Le temps de se faire un déjeuner maintenant. Midi. J'ai fini ma journée. Et dans la réalité, voilà ce que moi j'ai vraiment vécu. Oh merde, 10h, je me suis encore foirée. Bon, il va falloir 15 cafés là. Allez. Allez, c'est parti. Oh, j'ai un peu plus, j'ai les yeux qui piquent là. Oh putain, 6 heures de boulot, j'en ai marre. Bon, combien j'ai écrit de pages? Seulement 2. Voilà ce qu'a été ma vie durant 2 fois 6 mois. Un roman m'a valu 6 mois de travail à chaque fois. Et c'est donc ainsi que vous avez la réponse à la question combien de pages j'écrivais par jour? 2, 3. Mon Dieu, quand il y avait un miracle, j'allais peut-être jusqu'à 4 ou 5. On était sur un grand maximum. Alors évidemment, encore une fois, je ne vous parle que de mon expérience personnelle. Évidemment que j'imagine que d'autres auteurs, d'autres romanciers ont un déroulé de travail complètement différent. Je vous parle évidemment que de ce que moi j'ai vécu pour vous rassurer. C'est ainsi que lorsqu'on m'a posé pour la première fois cette question « Et qu'est-ce que ça fait d'écrire un roman ?» J'ai répondu « Ça fait mal ». Voilà pourquoi je vais donc vous donner mon deuxième conseil. Fixez-vous une date butoir. Moi évidemment, comme j'étais signée par un éditeur, contractuellement j'avais une date, donc je n'ai pas eu le choix. Heureusement, vu la flemme que je suis, que j'avais une obligation de rendu, sans quoi mon livre aurait été certainement écrit en 5 ans. Ouais, non mais aujourd'hui je vais pas écrire, je suis un peu fatiguée. Non mais demain. Oui voilà, demain c'est bien, là je veux... Non mais je vais me ressourcer, comme ça ce sera mieux pour... J'aurai plus d'inspi après. Donc moi je n'ai eu que 6 mois pour écrire à chaque fois mon roman. J'ai découvert après que c'était peu. Surtout quand on a des activités à côté, qu'on ne fait pas que ça, comme moi ici, ma chaîne YouTube, mes autres projets, mais aussi comme vous qui êtes probablement étudiants, salariés, qui avez une société, etc. Vous n'avez pas que ça à faire que d'écrire un roman. Donc, fixez-vous
des dates et des objectifs. Raisonnable, hein, les objectifs. Sinon, vous allez encore vous démotiver 2 fois plus vite, bien sûr. Ça répond à la question qu'on me pose sur la motivation. Ça va vous aider à tenir le rythme. Si vous écrivez ne serait-ce qu'une page par jour, mais c'est énorme. Rappelez-vous de cette phrase. Une page jour, c'est déjà énorme. Je vous rappelle quand même que j'en écrivais que 2. Mais soyons rationnels maintenant. On considère qu'un roman existe en tant que tel à partir de 50 000 mots. Pour vous donner un ordre d'idée, Rupture, Tarot et Confiture fait un petit peu moins de 74 000 mots. Et Biberon, Vodka et Déambulateur en fait 56 000. Donc, sur un format Word en police Garamonde taille 14, cela me donne 170 pages pour le premier roman et 133 pages pour le second. Voilà, maintenant vous savez tout, vous pouvez vous repérer. Donc si une page fait environ 600 mots, même si vous n'écrivez que la moitié, entre 300 et 400 mots par jour, c'est-à-dire la moitié d'une page, bah faites le calcul. Dans 6 mois, vous avez dépassé les 50 000 mots et donc vous avez votre roman avec une demi-page par jour. Voyez un petit peu ce qu'on est capable de faire. Les questions sur l'inspiration, la motivation sont pas mal revenues, alors sachez vraiment une chose. Les vrais moments de grâce qui vous tombent dessus, ces instants où vous vous mettez à écrire et vous déversez comme ça avec un flot incroyable et vous écrivez des pages et des pages, c'est extrêmement rare. En comparaison de ce qui se passe vraiment, c'est de l'ordre de l'exception. On est bien plus souvent et quotidiennement confronté à la besogne. Oui. Combien de fois on n'a pas nécessairement l'inspiration ou l'envie d'écrire? On est fatigué, on est démotivé, on est malade. Ben c'est ça en fait qui arrive le plus souvent. Par contre, quelles que soient les circonstances, fixez-vous des objectifs, même tout petits, et tenez-les. Il n'y a pas de mystère. Vous n'aurez pas la grâce comme ça, toujours avec vous. Hop, la flamme jaillit. Sur la durée, non. Parfois, des petits moments, mais pas sur la durée. Maintenant, passons aux questions d'ordre un petit peu technique. Comment structurer l'histoire? Faut-il avoir un squelette? Es-tu plutôt architecte ou jardinier? Pour vous éclairer sur cette dernière expression qui existe, bon, elle est quand même très parlante. Qu'est-ce qu'un architecte ou qu'est-ce qu'un jardinier dans l'écriture? Tout simplement, l'architecte va, avant de démarrer, faire son plan, et le jardinier estime qu'il a sa petite graine, et puis il va se lancer pour voir où ça va le mener, qu'est-ce qu'il va prendre, qu'est-ce qu'il va pousser. Donc il existerait plusieurs catégories d'auteurs, plus architectes, plus jardiniers, plus les deux. Qui suis-je moi? Comme je vous l'ai dit, j'ai écrit beaucoup de scénars pour la télévision. Et jamais, au grand jamais, on ne se lance dans l'écriture d'un scénario avant d'avoir réalisé toutes les étapes nécessaires au préalable. D'ailleurs, quand on travaille avec des boîtes de production, on a toutes ces étapes à mettre en place et celles-ci permettent de rythmer le projet et puis on est rémunéré pour les étapes. Évidemment, le point de départ, c'est tout simplement le pitch, il n'est pas rémunéré, c'est tout simplement votre idée en quelques lignes. Puis vous aurez un synopsis, puis un traitement, puis potentiellement un séquencier, et puis éventuellement derrière le scénar. Mais vous aurez toutes ces choses à faire avant. Et moi, de ces années-là, de cette méthodologie de travail, je l'ai tout simplement gardée et je l'ai reportée à l'écriture d'un roman. Pas une seule seconde, je me suis dit, bon je vais me lancer comme ça devant une page Word blanche et puis on verra, tiens j'ai un embryon d'idée et... Mais grand Dieu non. D'une part parce que je suis beaucoup trop dissipée. Faire ça, pour moi, c'est le meilleur moyen d'abandonner, parce qu'à partir du moment où tu n'as plus d'inspiration, tu ne peux pas te reposer sur ton plan détaillé à côté. Alors tu attends que l'idée arrive, qu'une nouvelle forme d'inspiration te reprenne, elle ne vient pas, tu bloques, tu fais quoi? Tu refermes l'ordinateur et puis tu abandonnes. En priant que l'inspiration revienne à un moment? Non. Dans mon cas, vu mon profil et ma personnalité, ce genre de méthode n'est pas du tout adapté pour moi. Et selon moi, l'intérêt de faire un plan au préalable, c'est aussi de pouvoir rapidement constater si tout ce que j'ai écrit, tous les éléments tiennent la route. Pour vous expliquer mon histoire, quand mon éditrice a reçu mes 10 pages, je n'avais écrit que 10 pages, elle a été très enthousiaste et elle a réellement eu envie de défendre le livre. Sauf que chez Larousse, sachez que je suis passée en commission. Je n'y étais pas, j'imagine que ça s'est passé dans une salle avec plusieurs décideurs. Mon éditrice devait défendre mon histoire. Mais comment la défendre si elle n'a pas le plan? Moi évidemment j'avais toute mon histoire plus ou moins dans ma tête, mais elle n'est pas dans ma tête. Donc j'ai dû rédiger durant toute une nuit, j'avais pas eu le temps à cause d'un emploi du temps de le faire avant, 6, 7, 8 pages de mémoire de toute la structure de mon roman, de son début, milieu jusqu'à la fin, de manière chronologique, afin que elle, une fois qu'elle le lit, elle puisse savoir de quoi elle parle. En gros, j'ai écrit pour le roman un espèce de traitement, ce qu'on écrirait pour un scénario. Et pour que vous vous figuriez exactement de ce que c'est, parce que je sais que vous allez me poser des questions, voilà comment ça se passe. C'est
très basique. Vous faites des paragraphes, des éléments, des situations, des retournements de situation qui vont arriver de manière chronologique. Dans mon cas, le premier petit paragraphe, voilà comment il commençait. Après sa rupture, Camille a décidé d'arrêter d'être une victime. Autour d'un bol de miel pops, elle décide de prendre sa revanche et de récupérer sa dignité en se vengeant de son ex sur les réseaux sociaux. Elle décide de se créer de faux profils afin de le traquer et de faire capoter le projet de son film. Vous voyez, ce sont donc des blocs qui permettent de résumer finalement les chapitres, les scènes, les moments clés, et vous, ça vous fait un déroulé. Ça va vous permettre, quand vous allez attaquer votre histoire, de ne pas sécher en cours de route. Vous allez pouvoir vous appuyer dessus. Alors évidemment, faut pas être trop sclérosé, ça va bouger. Il y a des choses qui vous plaisaient au départ et qui marcheront plus parce que vous aurez réécrit de nouvelles choses. Vous allez avoir des idées en cours de route. Ça m'est arrivé. J'ai également bougé des endroits où je pensais par exemple qu'un chapitre arriverait à tel endroit, et puis en l'écrivant, je me dis non, ça marche pas. Ça marche pas, et en fait, je l'ai déplacé, je l'ai mis 25 pages plus tard. Mais ça, vous le verrez une fois que vous l'écrivez. Mais avoir un plan vous permet de ne pas vous arrêter en cours de route. Vous continuez parce que vous avez des rails. Maintenant, répondons à la question suivante. Comment écrire des dialogues? Faut-il retranscrire l'oralité ou faire quelque chose de plus littéraire? Alors, je dirais que c'est à vous de voir en fonction de ce que vous aimez retrouver dans les livres et de votre sensibilité personnelle. Pour autant, un dialogue est par essence censé être vivant. Dans un roman, vous avez le récit narratif qui, lui, est un petit peu plus littéraire, évidemment, mais le dialogue existe justement pour faire vivre les choses. Donc, et selon moi, toujours uniquement, sans pour autant tomber nécessairement dans quelque chose de trop familier ou trop mal parlé ou trop vulgaire, je pense qu'on peut rendre cette partie vivante et faire en sorte qu'elle soit dynamique comme on le ferait à l'oral. Ça m'est arrivé de lire des dialogues dans certains romans, ou pire, dans des scénars donc qui étaient destinés à être joués par des comédiens, où je me disais mais l'auteur n'a aucune conscience de ce qui est disable. Il est beaucoup trop littéraire, c'est beaucoup trop écrit, ça fait faux. Ça ne ressemble pas à un dialogue, tout simplement. Donc faites à votre convenance, mais aussi respectez l'époque à laquelle se passe votre histoire, l'âge des personnages, évidemment, un jeune de 15 ans ne va pas parler comme un octogénaire, etc., etc. Mais selon moi, l'important, c'est de trouver un juste milieu. On m'a également demandé si j'ai fait des fiches sur les personnages, et la réponse est oui, et je vous invite à le faire. Faites des petites fiches de personnages. Je sais quel âge a mon héroïne, d'où elle vient, quelles sont ses failles, quelle est sa psychologie, ses carences, ses envies, ses maladresses. Et je le fais plus ou moins pour les autres personnages, les autres protagonistes existants. Pour les personnages qui arrivent, qui sont pas très présents, je me note quelques lignes. Mais pourquoi c'est important de les noter? Déjà, vous devez savoir de qui vous parlez. Plus vous serez nourri de votre personnage, plus des idées vont vous venir. Un personnage qui a tendance à être radin n'aura pas les mêmes réactions qu'un personnage qui est généreux avec tout le monde. Donc les situations risquent d'être différentes. Et ça a l'air de rien. Mais ne serait-ce que de définir ça, ça va entrer dans votre inconscient. Et à un moment donné, ça va vous servir parce que pendant que vous écrivez, vous allez avoir l'idée d'une scène, d'une situation à vivre, et il est possible que le trait de caractère, la psychologie de votre personnage, c'est ça qui vous donne l'idée, parce que ce sera cohérent. Et surtout, si vous ne faites pas de cohérence, à un moment donné, vous pouvez complètement faire réagir votre personnage à l'inverse du début, par exemple, au milieu, mais de manière tellement paradoxale qu'en fait, ça tient plus la route, c'est plus du tout crédible. Ne vous perdez pas, faites des fiches. Et pourquoi je vous conseille de faire ça aussi? Ne serait-ce que pour pas vous tromper dans les prénoms. Surtout avec les personnages qui sont très peu existants. Moi, ça m'est arrivé. Un personnage qui est pas très présent, qui arrive assez tard et qui n'est pas là beaucoup, je savais plus comment elle s'appelait, dis donc. C'est embêtant. Je profite aussi de ce passage pour vous parler de la temporalité. Important, la temporalité est souvent négligée. Si vous commencez une histoire en décembre, veillez à faire en sorte que la continuité soit cohérente. Si les péripéties qui vont arriver sont viables, sont réalistes avec la saison que vous avez annoncée. Si vous parlez d'un week-end par exemple, il est quand même fort peu probable qu'il se passe 1000 choses en 2 jours. Encore que ça dépend de l'histoire que vous écrivez, mais comprenez qu'il faut rester un minimum crédible et pour ça, il faut être vigilant. Vous commencez en décembre, vous vous retrouvez 15 pages plus tard en février parce que vous dites que c'est la chandeleur et puis paf, 30 pages plus tard, on est revenu à ce fin mois de janvier encore rigoureux et froid. Non. Ce que je vous conseille, c'est de surligner en rouge sur votre page Word tous les passages de temporalité. Comme ça, une fois que vous êtes en relecture, vous voyez si tout
est cohérent. Comment trouver l'inspiration ou l'imagination? Alors là, c'est une question qui m'est un petit peu compliquée. Pourquoi? Parce que selon moi, on trouve l'inspiration et l'imagination absolument partout. Partout autour de nous. Donc si vous avez l'envie d'écrire un roman mais que vous n'avez pas d'idée, posez-vous tout simplement la question de qu'est-ce que vous aimez? Dans quoi vous prenez du plaisir? Est-ce qu'il y a un thème qui vous plaît? Un sujet qui vous plaît? Est-ce que vous avez une passion? Est-ce que vous avez une ambiance, un décor qui vous parle? Des fois, ça peut partir de ça, juste de ça. Typiquement, moi, dans Rupture, Tarot et Confiture, mon objectif, c'était d'écrire un roman feel good qui suscite le rire. Vraiment, c'était un de mes objectifs. Mais surtout, j'avais envie d'écrire un livre d'ambiance. Un livre dans lequel, quand on s'y plonge, on a envie d'y revenir parce qu'on est attaché à l'héroïne, à ses maladresses, qu'on aime son décor, qu'on sente les odeurs de la confiture. Un livre cocon dans lequel on se sent bien et qu'on n'a pas nécessairement envie de lâcher parce que on aime l'ensemble, le décor, la sensation que ça procure. Un peu à la Bridget Jones. D'ailleurs, quand on m'a dit que mon héroïne et mon roman étaient un Bridget Jones à la française, dites-vous que j'ai été au sommet de la satisfaction. Oui. Donc ça a été mon point de départ. Et de mon envie initiale d'écrire un livre drôle et un livre d'ambiance, je me suis dit, tiens, quelle pourrait être la meilleure histoire à développer pour l'enrichir? Et je me suis dit, tiens, mon personnage, elle est maladroite, c'est ce qui va provoquer le rire. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Elle pourrait souffrir d'une rupture et décider de vouloir se venger. Et ça va me créer des péripéties. Une maladroite qui veut se venger. C'est évidemment un fail. Et pour ne pas rester que dans le côté superficiel, le côté rigolo, le côté drôle, ça m'importait également de traiter d'un sujet un peu profond. Et comme on parle d'une rupture, j'ai décidé de traiter en sous-texte le problème de la dépendance affective. Et c'est comme ça que le millefeuille se forme. Et à ça, je me suis pas limitée. J'avais envie que mon personnage voyage. J'adore les bouquins quand on nous emmène en dehors de la France. J'avais envie de la faire voyager en Angleterre. J'ai fait qui de mon personnage? Une journaliste, une réalisatrice freelance. Et là, je peux la faire bouger. Et l'emmener à droite et à gauche sur des tournages et lui faire vivre ailleurs, où je le souhaite, des moments encore plus fous. Donc, partez de ce qui vous anime le plus et enrichissez le pourquoi du comment. Mais faites simple. Combien de fois je vois des idées passer, on essaye de m'envoyer pour me demander mon avis. C'est trop riche, ça part dans tous les sens. On rajoute des choses, mais au final, souvent, on constate que l'essentiel n'existe pas ou n'est pas défini par celui qui décide d'écrire. Votre histoire, au final, doit se résumer en 1, 2, 3 lignes. Et vous verrez que ce soit les films ou les romans, si vous devez simplifier au maximum, souvent, le sujet de base est très basique. Une femme doit surmonter une rupture amoureuse, un homme perd son travail et doit affronter la vie pour se reconstruire. C'est ça, souvent c'est très basique. Le reste n'est là que pour nourrir l'histoire. Votre personnage doit commencer dans une situation, dans une position, dans un état. Il va évoluer, surmonter des obstacles, apprendre des choses et vous le retrouverez à la fin plus riche de quelque chose, d'une nouvelle expérience, d'une nouvelle vue, d'un nouvel état d'esprit. Votre personnage doit évoluer. Et pour ce qui est de la question du chapitrage, eh bien je dirais, faites des chapitres courts. Sur Word, 3, 4, 5, 6 pages, c'est bien assez, ça va vous donner beaucoup plus de pages une fois qu'il sera broché. Faut-il écrire chapitre par chapitre? Alors je dirais pas nécessairement. Bien sûr qu'au début, je vous conseillerais quand même d'attaquer par le départ pour déverrouiller la machine, commencer à vous y mettre, voir un petit peu où vous allez. Mais me concernant, ça m'est arrivé d'arrêter parce que j'étais plus inspirée, parce que j'étais sur des chapitres de liaison, donc pas forcément hyper enthousiasmant. Et surtout, j'avais en tête un super chapitre qui me tentait, que je pressentais drôle et que j'avais très envie de démarrer. J'ai donc arrêté, j'ai écrit ce chapitre et ça m'a nourri et ça m'a permis de retourner en arrière avec un nouvel élan. Donc vous pouvez le faire. Mais mon conseil, c'est quand même, ne vous éparpillez pas trop, surtout, faites quand même un bloc chronologique, sans quoi vous allez écrire en fait des histoires qui peut-être au bout d'un moment, quand il va falloir les ajuster et les mettre bout à bout, n'auront plus de cohérence. Méfiez-vous. Mais sentez-vous libre à un moment de « Allez, j'écris ça plus tard, là !» Ce chapitre-là, il me donne envie. Faites-vous aussi plaisir. Ayez confiance quand vous sentez que... Voilà, faites-le. Comment éviter les répétitions et les verbes passe-partout de type faire, être, avoir, etc. Synonymaux. Bien sûr, Synonymo, le site, doit devenir votre meilleur ami. Il faut absolument enrichir son vocabulaire. Évitez de céder à trop de facilité. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire ne pas du tout jamais les utiliser. Ces verbes-là existent. Et d'ailleurs, à trop vouloir les éliminer et ne pas en abuser, vous risquez peut-être à l'inverse de tomber dans un style hyper pompeux et ce sera même pas agréable à la lecture. Mais ne soyez pas non plus paresseux. Voyez si vous ne pouvez pas utiliser un synonyme et parfois observez si en changeant la structure de votre phrase, vous gardez le sens, mais ça vous permet d'utiliser d'autres mots qui ont plus d'impact, qui sonnent mieux et finalement, c'est le bon choix, c'est le meilleur choix.
synonymo, vocabulaire, dictionnaire, hop, allez, on y va. Et je terminerai par cette question, peut-on écrire un roman si on est dyslexique? Alors c'est une question à laquelle je n'aurais jamais répondu parce que c'est vrai que je me serais jamais posé la question, mais ma réponse est bien sûr que oui. Être dyslexique ne vous retire ni votre imagination, ni votre créativité, ni votre envie. Écrivez sans vous juger, et ça c'est un conseil qui vaut pour tout le monde, car oui, vous allez vous juger. Si je le sais. Oh là là, je le sais bien, et ça c'est la pire des choses. Parce que rappelez-vous que le temps que vous vous jugez, c'est le temps que vous ne passez pas à continuer d'écrire, alors que votre seul objectif, c'est de rapidement atteindre les 50 000 mots. N'oubliez pas que la relecture sert justement à relire et donc à corriger les répétitions, remplacer les mots qui sonnent mal, essayer de trouver de nouvelles dynamiques dans les structures de phrases, mais pendant que vous écrivez, vous devez n'avoir en tête qu'une seule chose, arriver au plus vite au mot fin. Parce que c'est toujours plus simple de repasser sur un texte quand vous avez déjà toute la matière, plutôt que d'essayer de rendre les 15 premières pages parfaites, et puis en réalité c'est compliqué, c'est dur, parce que ça fait un mois que vous êtes dessus, alors qu'il n'y a que 15 pages, et ça vous démotive, vous êtes fatigué, et là ouais, il y a plus de possibilités que vous lâchiez l'affaire. Donc pour les gens qui sont dyslexiques, mais écrivez, il sera toujours bien temps d'avoir quelqu'un qui vous accompagne à la relecture, qui va peut-être vous aiguiller, vous demander mais ce mot-là, c'était quoi que tu voulais dire, etc. etc. Bref, c'est pas le plus important. Ça, c'est quelque chose qui se règle après. Donc, mais lancez-vous. Voilà pour mon expérience. Si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu, je vous invite à me rejoindre sur Instagram. Vous m'écrivez en messagerie privée, je lis tous les messages. J'y répondrai probablement en story, voilà pour ceux qui ont envie de poursuivre et qui ont encore des questions. Noël arrivant, je ne saurais que trop vous recommander de vous procurer mon livre Rupture, Tarot et Confiture. Tout est en barre de description. Peut-être que vous aurez là envie de lire le contenu de ce roman, maintenant que vous savez un petit peu comment moi je l'ai vécu, les coulisses de cette aventure dans l'écriture. La période étant compliquée, je vous mets en barre de description le site de la librairie indépendante afin que vous puissiez voir si mon livre est à côté de chez vous et vous le fournir en click and collect. Et évidemment, pour ceux qui ne peuvent pas bouger, il est en ligne, il est commandable, bien sûr. Je vous invite à liker cette vidéo si ça a pu répondre à quelques-unes de vos questions, à la partager si vous avez dans votre entourage des gens qui ont besoin de quelques conseils. Et puis bien sûr, je vous encourage à nous écrire de très belles œuvres. À la prochaine. Bisous, bisous. C'est ton icône, t'enlèves le i, reste le mot connerie. Quand tu respires, fais la conne.